3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avec cette fin de finale NBA, et avant de vous donner les résultats du concours avec Basket le Mag en fin de vidéo, c'est du contenu overtime que je vous propose. Encore une fois, on va prendre la DeLorean pour ça. Et comme d'hab, je vais essayer de lier l'histoire et l'actu, car qui dit finale NBA dit aussi MVP des finales NBA. On le dit peu, mais même si Kawhi Leonard a visiblement oublié son trophée en conférence de presse, ça ajoute quand même une sacrée ligne dans un palmarès. Parlez-en à Tony Parker par exemple. Alors aujourd'hui, je vais reprendre les 51 trophées de MVP des finales déjà distribués et en faire un top 6. Pour ça, évidemment, j'ai élaboré des critères. Ils sont au nombre de 4, et pour chacun d'eux, j'ai donné une note allant de 1 à 10 étoiles. Alors en premier, évidemment, je juge les stats. Un MVP des finales se doit d'afficher de bons chiffres pour entrer dans la légende. Ensuite, je note l'adversité. Logique, plus l'ennemi est fort et plus ses chiffres ont de valeur. J'enchaîne après par le match référence, celui qui reste dans les mémoires. Chaque MVP des finales a pu briller pendant au moins un match, et plus ce match est énorme et plus on s'en rappelle. Mais attention, pour ce critère, je noterai pas que les stats, j'évaluerai aussi la performance globale et aussi tout le contexte qui entoure l'histoire du match étudié. Et enfin, mon quatrième critère, c'est les moments clutch. Car ouais, même si on passe à côté d'une rencontre, ça peut vite être oublié si on est présent dans les moments décisifs. On peut donc avoir une note qui va jusqu'à 40 étoiles. En gros, pour toi, le MVP des finales parfait doit avoir de bonnes stats face à un adversaire de qualité, mais aussi avoir un gros match référence à son compteur tout en participant à un ou plusieurs moments clutch, c'est ça? Exactement, mais c'est parfois chaud pour un joueur d'arriver à faire tout ça. Et j'avoue que malgré tous ces critères, c'est tout autant compliqué d'évaluer la vraie valeur de tous les MVP des finales. Alors j'avoue, mon système d'étoiles m'a bien aidé, mais le souci c'est que même avec ça, j'ai eu des égalités, et pas des moindres. Alors dans ces cas-là, ce que j'ai fait, parce que j'ai pas vu d'autre solution, c'est que j'ai tranché en prenant en compte mon propre avis. Pour le coup, là, y a pas plus subjectif comme méthode. J'avoue, mais comment faire autrement pour départager certains joueurs? Je mettrai en description la liste de tous les MVP des finales et le nombre d'étoiles que je leur ai attribué. Ça vous permettra de situer tout le monde avec mon système. Ah mais c'est sûr que si t'as calculé 51 notes, ce serait dommage d'en partager que 6. En tout cas, pour illustrer mon système d'étoiles, je vais prendre l'exemple de Kawhi Leonard, qui vient tout juste de remporter son 2e trophée de MVP des finales en carrière. Avec ses statistiques autour de 28 points et 9 rebonds, je lui mets 6 étoiles dans la première catégorie. Pour l'adversité, j'en mets 7. Leur saison à 53 victoires n'est vraiment pas leur meilleure et les blessures de Kevin Durant et Klay Thompson ont affaibli Golden State. Ensuite, pour moi, son match référence à Kawhi, c'est le Game 4. Il a porté Toronto avec 36 points, 12 rebonds et 4 interceptions. Je mets aussi 7 étoiles pour ce critère. Et enfin, ce qui est plus compliqué, c'est son moment clutch, parce que là, il y en a pas tellement eu. Je vais réévoquer à nouveau le Game 4. Faut dire en même temps que ces 17 points dans le 3e quart-temps ont permis aux Raptors de passer devant les Warriors, puis de s'imposer par la suite. Bon, j'avoue, il y a beaucoup mieux comme performance décisive dans l'histoire. Voilà pourquoi ça ne lui fait que 3 étoiles pour ce critère. Et du coup, si on compte, ça nous fait un total de 23 étoiles. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est bien trop juste pour rentrer dans mon top 6. Mais au moins avec ça, j'espère que vous avez compris le principe. Alors on n'attend pas plus longtemps et on commence direct après le générique. Le numéro 6 de mon classement, c'est un petit gars que j'aime bien, le Larry Bird de 1984. Cette année où les Celtics avaient battu les Lakers en finale 4 matchs à 3. Je commence par afficher ses stats et direct je lui donne 7 étoiles. Avoir une telle présence au rebond quand on a si peu de qualité athlétique, être si adroit et présenter des chiffres pareils aux contres et aux interceptions, ça mérite d'être récompensé. Pour sa première finale NBA face à Magic, 5 ans après la finale universitaire perdue face à lui, le Celtics avait vraiment envie de prendre les choses en main et ça s'est vu. Parle-moi de ces Lakers qui étaient en face, c'était la grande époque, non? Bah écoute, pas tant que ça. En fait, c'était un peu une période de transition pour eux. Des joueurs comme Karim Abdul-Jabbar, Bob McAdoo ou Jamal Wilkes quittaient progressivement leur prime. En parallèle, des jeunes comme James Worthy, Byron Scott ou Magic Johnson se préparaient peu à peu à devenir les fers de lance de l'époque Showtime. Mais bon, si on regarde, on se rend compte que Magic était déjà quand même un des fers de lance et que l'équipe avait de grandes qualités. Elle gagnera d'ailleurs le titre l'année suivante avec quasiment le même effectif. Mais revenons à la saison 1984. Les Lakers sortaient d'un sweep en finale contre les Sixers et sortaient d'une saison assez décevante. 54 victoires avec de tels noms dans le roster, pour moi c'est trop peu. Mais bon, je mets quand même 7 étoiles dans ce critère, ce qui n'est pas mal du tout au final. Bon, et cette série, elle s'est déroulée comment? Eh bien pour moi, le tournant a eu lieu au match 5. Il y avait 2-2 entre les deux équipes et la rencontre suivante prévue au Boston Garden s'annonçait bouillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce match s'est déroulé dans la température la plus élevée de l'histoire de la NBA. Et ouais, il y avait pas la clim à cette époque et les thermomètres affichaient plus de 36 degrés. 36 degrés à l'intérieur dans une salle blindée, d'autant plus quand on fait du sport, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est étouffant. Quand on voit que des bouteilles d'oxygène ont été apportées pour Karim Abdul-Jabbar afin qu'il puisse respirer
respirer, on se rend peut-être un peu plus compte. L'arbitre Hugh Evans est tombé dans les pommes à cause de la déshydratation, et dans le public, je vous raconte même pas le carnage. C'est pas par hasard que cette rencontre a ensuite été surnommée le Heat Game, soit en français le match de la chaleur. Et c'est dans ce contexte de taré que Bird a fait son match référence. Tout à fait, les moments bouillants, Larry, il aimait ça. Le gars a tiré à 15 sur 20, ce qui lui a permis de terminer la rencontre à 34 points accompagné de 17 rebonds. Rajoute à ça 2 interceptions, 1 contre et surtout une victoire 121 à 103 pour mener 3-2 et tu comprends vite pourquoi je mets 9 étoiles à cette performance légendaire dans cette chaleur assommante. Ça a vraiment permis aux Celtics de prendre un avantage décisif avant de s'imposer en 7 matchs. Et ces moments les plus clutch justement à Bird, ça a été dans le match 7? Pas forcément, il a livré une performance très complète mais n'a pas eu besoin d'être décisif pour que les Celtics s'imposent. Cedric Maxwell et Dennis Johnson ont très bien fait le taf quand il le fallait. Alors j'aimerais plutôt évoquer le match 4 à Los Angeles. Les Lakers menaient 2-1 et c'était déjà un must-win pour les Celtics. Puis le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été simple de gagner ce match. Personne ne voulait rien lâcher, plus que physique, cette rencontre a été violente. McHale fait une énorme faute sur Rambis, Larry et Karim se chauffent méchants, Bird pousse Cooper dans les tribunes, c'était ouf. Les Celtics ont très vite montré qu'ils n'étaient pas là pour se laisser marcher sur les pieds et Larry Bird n'a pas tremblé. Déjà, il provoque la faute lui permettant de mettre ses 2 lancers francs pour égaliser 113-113 et décrocher la prolongue. Ensuite, dans le temps supplémentaire, c'est aussi lui qui met le shoot en post-up sur Magic Johnson pour permettre aux Celtics de prendre l'avantage de 2 points. Suite à ça, James Worthy ne met qu'un lancer franc sur 2 et les Lakers ne reviendront plus. Bird a su être décisif plusieurs fois dans ce match primordial et si on ajoute ça au 8 game, je lui donne 9 étoiles. Tout ça, ça nous donne un joli total de 32 étoiles et ça donne à Larry Bird suffisamment de points pour intégrer notre top 6 d'aujourd'hui. Vient ensuite notre numéro 5, qui n'est autre que le rival de toujours de Larry Bird. Vous avez deviné, il s'agit de Magic Johnson, bien sûr. Et pour parler de lui, revenons au final 1980, lorsque le meneur de jeu n'était encore qu'un rookie. On va donc parler de ces finales légendaires remportées 4-2 par les Lakers face aux Sixers. Mais commençons par afficher les stats de Magic. C'est complet, il y a de l'adresse, des interceptions et on est proche du triple-double de moyenne. Mais après, on parle d'un MVP des finales là, et pour moi, c'est pas phénoménal non plus. Par rapport aux autres stats des joueurs étudiés, je dirais que c'est moyen plus. Alors je donne 6 étoiles à Magic dans cette catégorie. Évoquons désormais l'adversaire, les Sixers. 3 ans après la finale perdue face aux Blazers en 1977, le staff a su entourer Julius Erving de joueurs de valeur comme Daryl Dawkins, Maurice Cheeks ou Bobby Jones. Les différents parcours en playoff de Philly pendant ces 3 ans ont toujours été intéressants et la saison à 59 victoires montre la qualité de cet effectif. Je leur mets donc 8 étoiles. Parle-nous de son match référence à Magic maintenant. Je suis sûr que t'en as déjà entendu parler. Ce jour-là, Magic est rentré dans la légende alors qu'il n'était qu'un rookie. Match 6, les Lakers mènent 3-2 mais doivent faire sans leur star Karim Abdul-Jabbar qui s'est blessé à la cheville au match 5. La rencontre est à Philadelphie et toute la ville espère que son équipe arrivera à décrocher le sésame pour le fameux Game 7. Sauf que ça, c'était sans compter sur la polyvalence et l'esprit de compétition de Magic Johnson. Meneur de grande taille, le gars est décalé dès le début de ce match primordial au poste de pivot par Paul Westhead. Franchement, tout le monde se demandait ce que le coach des Lakers faisait, surtout quand on a vu que Magic se faisait bouffer à l'entre-deux par Caldwell Jones. Mais tu m'étonnes, d'où on fait jouer un meneur pivot quand on a une occasion de gagner un titre? Je crois que tu te rends pas compte, Magic était beaucoup trop rapide et les intérieurs des Sixers n'arrivaient pas à le suivre. Le match-up était complètement défavorable pour Philadelphie et c'était un vrai coup de génie de la part du coach. Et puis en plus de sa vitesse, le gars arrivait même à les poster. Magic aimait tellement les challenges qu'il est devenu inarrêtable. 45 points, 13 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions, 1 contre et un parfait 14 sur 14 lancers francs pour mener les siens au titre. Pour une première saison dans la ligue, il y a seulement 20 ans, ça te va comme match référence? Pour ça, je lui mets 10 étoiles. Ouais, surtout que c'était à l'extérieur, ça a dû lui faire des points pour sa note clutch, ça. Évidemment, mais je veux aussi parler du match 5 juste avant. Celui où Abdul-Jabbar s'est blessé, justement. À la sortie du pivot, alors qu'on ne l'avait pas trop vu jusque-là, Magic prend les choses en main et met 6 points de suite. Sauf que Karim est un guerrier dans le 4e quart-temps, la cheville en vrac, il décide quand même de revenir sur le terrain, mais ça se voit qu'il est diminué. Alors Magic compense et décide de le faire briller. Il se bat au rebond, attire les défenses et délivre des caviars à son poste qui n'a plus qu'à attendre dans la raquette pour conclure. Grâce aux 40 points d'Abdul-Jabbar, mais aussi à la performance de Magic, les Lakers s'imposent 108-103 et mènent alors 3-2 dans cette série. Et d'ailleurs, comme vous l'avez compris, Los Angeles ne perdra plus après cette performance. Pour Magic, avoir un rôle si important dans 2 matchs primordiaux comme ceux-là, quand ton franchise player est blessé, c'est totalement clutch. Alors même s'il n'y a pas eu de game winner ou de panier décisif, je lui mets 8 étoiles. Et tout cela nous donne un total de 32 étoiles, comme pour Larry Bird. Et je mets Magic devant, car remporter le trophée de MVP des finales lors de sa saison rookie, ça ajoute beaucoup de valeur pour moi. You know, thinking about it, it's happened so fast. Parlons maintenant de notre numéro 4, et lui provient d'une époque très récente, puisqu'il s'agit du LeBron James de 2016. Et oui, impossible de ne pas parler de cette finale épique où le King a permis à Cleveland de gagner le premier titre sportif de son histoire. Et comme d'habitude, commençons par ses stats. Honnêtement, je les trouve ouf, on n'est pas loin du triple-double là non plus, ça coche toutes les cases, il y a de l'adresse et surtout ça défend dur. Faire plus de 2 interceptions et plus de 2 contres par match, c'est pas énorme. Je lui mets 8 étoiles dans cette catégorie. J'avoue qu'honnêtement au départ, je voulais mettre 10, mais après, quand j'ai voulu comparer, je me suis dit que si je mettais 10 à LeBron
LeBron pour ses stats, il fallait que je mette 12 ou 13 à certains autres. Ok, calme-toi, dépasse pas les 10 et 8 étoiles pour LeBron, ça me va. Il y avait qui en face? Sérieux là, tu te rappelles pas? Les Warriors. Avec 73 victoires sur 82 matchs, ils sortaient de la meilleure saison régulière de toute l'histoire de la ligue. Honnêtement, c'est complètement ouf et je suis pas sûr que ce record soit prêt d'être approché à nouveau. Dans cette team, t'as un Stephen Curry double MVP en titre, entouré de joueurs comme Klay Thompson, Draymond Green, André Iguodala, MVP des finales 2015 ou encore Harrison Barnes. Je vais pas développer beaucoup plus, à mon avis ça sert à rien, j'espère que vous comprendrez, je mets 10 étoiles dans cette catégorie. Ah ouais, quand même. Bon, en même temps, s'ils ont fait la meilleure saison de l'histoire de la ligue, ça se comprend. Et son match référence à LeBron, ça s'est passé comment? Ah là là, j'ai choisi le match 5 parce que l'histoire est folle. Les Cavs étaient menés 3-1, personne dans l'histoire n'avait remonté un tel déficit en finale et plus personne ne croyait en eux. Mais impossible de rendre les armes comme ça pour quelqu'un qu'on surnomme le King. Profitant de la suspension de Draymond Green et de la blessure d'Andrew Bogut en deuxième mi-temps, LeBron James a réussi à rameuter ses troupes pour pouvoir s'imposer 112 à 97. Il a fait un match dingue, 41 points, 16 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions, 3 contres, et même s'il était bien accompagné par Kyrie, auteur de 41 points lui aussi, le King était partout. Et je crois que ce sursaut d'orgueil a remotivé tout le monde, car ensuite les Cavs n'ont plus jamais perdu jusqu'au titre. Je mets donc 9 étoiles là-dessus. Et là encore, vu l'importance de cette rencontre, j'imagine que ça lui file déjà quelques étoiles pour ton critère clutch. J'imagine bien, mais y a pas que ça. Juste après, dans le game 6, LeBron prend le match à son compte dès le début, au scoring et à la création. Ensuite, à cheval sur le 3e et le 4e quart-temps, il prend feu en scorant 18 points de suite pour Cleveland. Il fait péter un plomb à Stephen Curry, qui fait sa 6e faute et balance son protège-dents dans le public. Ah, on dirait qu'il est rentré dans sa tête, c'est sacrément clutch ça, mais pour moi, ça manque quand même de grosses actions dans le money time. Attends, j'ai pas fini, parce que c'est l'heure de parler de The Block dans le match 7. 89 partout, 1 minute 50 à jouer, André Iguodala part marquer au cercle pour permettre aux Warriors de prendre l'avantage. Sauf que LeBron arrive en deuxième rideau, surgit et colle la balle contre la planche pour empêcher le ballon de rentrer. Ça a clairement sauvé les siens, car derrière, les Warriors ne marqueront plus un point. Et même si c'est finalement Kyrie Irving qui délivre toute l'équipe avec le shoot de la victoire, ce contre était sacrément clutch. Avec tout ça, je lui mets 8 étoiles dans ce dernier critère. Il ne lui a manqué qu'un gros shoot pour en avoir 9 ou 10. Ça lui fait quand même un total de 35 étoiles, un total largement suffisant pour obtenir la 4e place de mon classement. We're in the record books. We're the first team ever to come back from a 3-1 deficit. This is special. Après le King, place maintenant pour la 3e place à celui que l'on appelle Sa Majesté, Michael Jordan. Et pour ça, rendez-vous lors des finales 1997. Sur cette série, le numéro 23 des Bulls a clairement régné pour permettre aux siens de s'imposer 4-2 face au Utah Jazz. Ah, le fameux Michael Jordan, montre-moi ses stats. Quand on regarde du premier coup d'œil, c'est pas hyper ronflant, mais mine de rien, c'est très correct, et même plus que ça. 32 points de moyenne, c'est plus que n'importe quel joueur qu'on a étudié jusque-là, et je file à MJ 7 étoiles pour cette ligne statistique. Ça semble amplement mérité. Il valait quoi le Jazz en 97? 2 finales de conférence sur les 4 dernières années, une saison à 64 victoires, un Karl Malone tout juste élu MVP, John Stockton, Jeff Hornacek et Brian Russell pour l'entourer, tout ça coaché par Jerry Sloan. Franchement, c'est lourd, je mets 9 étoiles pour le critère de l'adversité. Et je parle maintenant de son match référence, le Game 5, plus communément appelé le Flu Game. Le match de la grippe? Tout à fait, Michael souffrait d'une intoxication alimentaire après avoir mangé une pizza. Plié en deux toute la nuit, fiévreux, tremblotant, le mec était dans un état pitoyable. Certains sont d'ailleurs persuadés qu'il s'agissait d'un empoisonnement volontaire réalisé par le livreur de pizza. Mais que ce soit le cas ou non, ça n'a pas suffi pour arrêter le héros. Auteur de 38 points accompagné de 7 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et un contre, Jordan a mis 15 points dans le seul dernier quart-temps, dont un 3 points hyper clutch pour passer devant 88-85 à 25 secondes de la fin. Moment de légende, après la victoire, Is Ernest, miné par la fièvre, s'effondre dans les bras de son coéquipier Scottie Pippen pour des images devenues mythiques. Ça a permis aux Bulls de prendre l'avantage 3-2 face à Utah avant de remporter le titre à domicile lors du match suivant. Pas mal comme performance légendaire, non, je lui mets 9 étoiles. Surtout qu'encore une fois, c'est sacrément clutch tout ça. Attends, s'il y avait eu que ça. Déjà dans le match 1, Michael Jordan met le game winner à la dernière seconde pour s'imposer 84-82. Rien que ça, déjà, ça aurait valu une bonne note. Le match 5, je viens d'en parler, malgré la fièvre, il permet aux Bulls de prendre un avantage décisif grâce à son 3 points dans le dernier quart-temps. Mais il y a le match 6 aussi, 25 secondes à jouer, égalité, balle aux Bulls. Alors que tout le monde pense que Jordan va prendre le shoot pour le titre, il est pris à deux. Comme prévu lors du temps mort précédent dans lequel il avait annoncé à Kerr que ça se passerait comme ça, il lui passe la balle. Et là, le meneur de jeu, qui est actuellement le coach des Warriors, ne manque pas de sang-froid, il inscrit son shoot et donne 2 points d'avance à Chicago. Sur cette action, Michael Jordan remporte son 5e titre en carrière. Comme quoi, le gars est capable de mettre les shoots importants, mais aussi de prendre les bonnes décisions dans les moments décisifs. Avec des moments pareils dans le match 1, le match 5 et le match 6, je ne peux pas faire autrement que de lui mettre 10 étoiles dans le critère clutch. Ça lui fait un excellent total de 35 étoiles,
étoiles, tout comme LeBron. Mais je mets Michael devant pour le flu game et le nombre incroyable d'actions clutch réalisées dans cette série. Ça lui offre donc la 3e place de mon classement. Le numéro 2 désormais, il s'agit de Shaquille O'Neal, finale 2000. Après l'échec face aux Rockets en 1995, le Diesel s'offre son premier titre en carrière à 27 ans. La série est remportée 4-2 et quand on regarde ses stats, on se dit qu'il s'est donné pour obtenir ce trophée. En gros, c'est 38 points, 17 rebonds et 3 contre. C'est juste énorme, le pivot était ultra dominateur. Personne ne pouvait l'arrêter autrement qu'en faisant faute. Alors j'avoue quand même, il y avait une faille dans le jeu du Shaq avec son adresse catastrophique au lancer. Mais t'avais beau essayer de l'exploiter, tu te faisais quand même écraser. Je lui mets donc 10 étoiles pour cette ligne de stats. Un truc que j'ai voulu calculer et qui est hallucinant, c'est que s'il avait été à 100% au lancer, il aurait tourné à 47,5 points par match sur cette série. Ouah, c'est énorme, mais je crois que t'as pas dit contre qui c'était. Les Pacers, qui étaient très forts à l'époque. Pas de finale les années précédentes, mais 2 finales de conférence dans lesquelles ils ont échoué très peu. Durant la saison 99-2000 avec Reggie Miller, mais aussi Mark Jackson, Jalen Rose, Austin Croshere, Rick Smith ou même Chris Mullin, ils ont remporté 56 victoires, dont 25 de suite chez eux à domicile. Très grosse saison donc pour eux, et malgré la faiblesse de la conférence Est à cette époque, les Pacers étaient loin d'être des peintres. Je mets donc 7 étoiles dans le critère de l'adversité. Mais revenons à Shaq et j'ai envie de prendre le Game 2 en match référence. Blessure de Kobe dans le premier quart-temps, O'Neal prend les choses en main. Il joue chaque ballon dans la raquette et enfonce une défense d'Indiana impuissante. Du coup, ils font faute autant qu'ils le peuvent et le pivot shoot 39 lancers francs dans cette rencontre. Ouah, 39, c'est hallucinant. Ouais, un record, je te dis, ils étaient impuissants, c'était le seul moyen de le limiter un peu. Alors il faisait faute et ensuite il croisait les doigts en espérant que le Shaq rate ses lancers francs. Au final, sur 39, il en a mis que 18, donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus sa pire performance. Et malgré ça, il termine la rencontre à 40 points, 24 rebonds et 3 contre. Mais en fait, ce que j'ai aimé particulièrement, c'est sa lucidité dans le money time. Malgré le match énorme de Shaq, les Pacers arrivent quand même à recoller à -3. Le Shaq a joué énormément de ballons dans la raquette, il reçoit la balle et Indiana s'apprête à nouveau à faire faute. Mais O'Neal ne se laisse pas faire, au lieu de monter au cercle comme il le fait habituellement, il voit Robert Horry qui court dans la raquette. Il lui envoie la balle et boum, 102-96. Indiana ne recollera plus jamais dans ce match. Mais en fait, c'est pas là qu'il a été le plus clutch parce que j'aimerais parler du match 6 aussi. Celui après lequel les Lakers sont repartis avec le titre. Dans cette rencontre, Indiana prend jusqu'à 12 points d'avance et mène encore de 5 longueurs au début du 4e quart-temps. Ils évoluent à domicile et tout le monde les voyait en position favorable à ce moment-là pour décrocher un match 7 ultime. Sauf que Shaq avait dû manger des Frosties ce jour-là. Ça doit mieux fonctionner que la pizza empoisonnée. Attends, t'en sais rien, regarde la perf qu'il a faite Jordan après sa pizza. En tout cas, si on revient à nos moutons, dans ce 4e quart, les Lakers remontent. Fisher, Horry et Fox mettent des shoots extérieurs, mais surtout O'Neal est rentré en mode mammouth. Il permet aux Californiens de passer devant sur un shoot en déséquilibre avec la faute, puis de prendre jusqu'à 7 points d'avance. Mais Reggie Miller en face est un guerrier, et avec les siens, ils arrivent à recoller 103 partout. Mais il y avait rien à faire ce jour-là, Shaq était trop fort. Avec 41 points et 12 rebonds ce jour-là, il permet aux Lakers de s'imposer 116-111 et de remporter le titre. Je lui donne donc 8 étoiles pour ce match clutch. Et si vous comptez bien, ça nous donne encore 35 étoiles, autant que pour LeBron James et Michael Jordan. Et cette fois-ci, pour quelle raison t'as mis Shaq devant les deux? Parce que même si Jordan et LeBron à moindre mesure ont réalisé des actions plus décisives, Shaq n'en a pas eu besoin lui. Regarde ses stats, il était tellement au-dessus des autres, tellement inarrêtable. Du coup, je le mets devant Jordan et LeBron pour ses chiffres hallucinants. Certains critiqueront ses pourcentages au lancer, mais avoir une telle adresse dans le jeu et dominer autant qu'on pense aisément pour moi. Voilà pourquoi j'ai décidé de lui filer cette 2e place aujourd'hui. Mais après cet excellent débat avec moi-même, c'est l'heure d'évoquer mon numéro 1. Et qui c'est ce numéro 1? C'est Michael Jordan, celui de 1993, lorsqu'il a remporté son 3e titre en carrière. T'as le droit de mettre 2 fois le même joueur comme ça? Ben pourquoi pas, s'il a fait 2 finales qui méritent d'entrer dans le classement, je vais pas le pénaliser. Et si tu doutes de moi, regarde ses stats. Ça te calme, hein, c'est la seule et unique fois qu'un MVP des finales termine la série avec une moyenne supérieure à 40 points par match. Produire des chiffres pareils à ce moment-là de la compétition, je trouve ça hallucinant. Et du coup, t'as compris, tout comme pour Shaq, je mets direct 10 étoiles pour ses performances. Mais parlons un peu de l'adversaire, les Suns, qui viennent d'accueillir Charles Barkley. Le gars termine MVP dès sa première saison dans l'Arizona, entouré de joueurs de talent comme Kevin Johnson, Dan Mayerley ou Richard Dumas. Avec eux, les Suns livrent une saison à 62 victoires, ce qui est un très gros score. J'étais tout proche de mettre 9 étoiles pour l'adversité, comme pour les Jazz de 97. Mais j'en mets finalement que 8, parce qu'au final, cette équipe n'avait qu'une seule saison commune dans les pattes. Je me dis que davantage d'expérience collective après l'arrivée de Barkley aurait pu apporter davantage de cohésion ou d'alchimie. Ça va, 8 c'est déjà pas mal, et visiblement ça n'a pas
pas empêché d'être premier de ton classement à Michael Jordan. C'était quoi son match référence dans cette série de 93? Je choisis le match 4, celui qui a permis à Chicago de faire le break en prenant l'avantage 3-1. Avec 55 points, Michael Jordan écœure la défense des Suns. Il met en plus un lay-up décisif dans le money time et permet aux Siens de s'imposer 111-105. 55 points, t'arrives à saisir l'énormité de cette perf? Allez, je mets pas 10 étoiles parce que je trouve ça un poil en dessous des perfs de Shaq ou de Magic qui ont eu 10 étoiles que je trouve plus complètes. Par contre, je lui mets 9 étoiles et j'hésite pas une seule seconde à le faire. C'est pas un 10, mais c'est quand même un très bon score. Mais si on parle de moment clutch, évoquons le Game 6, celui qui a donné ce 3ème titre aux Bulls. Dans un match de muerte, les Suns grignotent leur retard et arrivent même à passer devant pour mener 98-94. À 40 secondes de la fin, Jordan prend les choses en main. Il chope un rebond défensif et file en coast to coast pour mettre un lay-up. Derrière, échec de Dan Mayerley, rebond à l'arrache de Scottie Pippen, temps mort. 13 secondes à jouer, 98-96 pour les Suns, possession Bulls. Tout le monde s'attend à ce que Michael Jordan prenne le tir. Et à la grande surprise de tout le monde, Paul Westphal demande à ses joueurs de ne faire aucune prise à deux. Et ça semble fonctionner parce que Kevin Johnson est un très bon défenseur et il ne lâche pas Jordan d'un millimètre. Du coup, alors qu'il remonte la balle, Jordan file la gonfle à Pippen. Ce dernier prend de vitesse Charles Barkley et déséquilibre toute la défense des Suns. Horace Grant se retrouve seul dans la raquette, il reçoit le ballon. Danny Ainge sprint alors pour aller en aide, laissant John Paxson tout seul derrière la ligne des 3 points. Grave erreur, car Horace Grant l'a vu. Il ressort sur le meneur de jeu, qui dégaine alors à 3 points pour rentrer un missile qui donne l'avantage aux Bulls 99-98. Faut savoir que dans ce dernier quart-temps, Michael Jordan a mis tous les paniers de Chicago sauf celui-là. Et alors que dans ces conditions, on aurait pu croire qu'il veuille forcer dans les moments décisifs, il ne l'a pas fait. Il a su une nouvelle fois faire preuve de lucidité en montrant qu'il avait confiance en ses coéquipiers lorsqu'il était bien pris. Et ça aussi, c'est la marque des plus grands. Alors honnêtement, j'aurais pu lui mettre 10 étoiles s'il avait pris le shoot, mais je lui en mets quand même 9 au vu de l'énorme 4ème quart-temps qu'il a livré ce jour-là. Je tiens à dire pour terminer que dans cette finale, le numéro 23 a enchaîné 4 matchs à 40 points ou plus. C'est un record énorme parce que dans l'histoire, personne n'en a jamais fait plus de 2 à part lui. Bref, y a plus qu'à compter le total d'étoiles, ça fait 36. Et ça permet au Michael Jordan 1993 d'être pour moi le meilleur MVP des finales de l'histoire de la NBA. Bird 1984, Magic 1980, LeBron 2016, Jordan 1997, Shaq 2000, Jordan 1993. Voilà pour ce qui est selon moi des 6 meilleurs MVP des finales de l'histoire. Voilà pour ce qui est de ce 10e overtime. Je crois que t'as un abonné en particulier qui commande souvent qui va pas trop kiffer ton classement. Ça se peut, ouais, et même si chacun a son avis, je l'assume totalement moi mon top. En tout cas, je le répète, je mets en description les notes des 51 joueurs que j'ai étudiés et qui étaient prétendants à ce classement. Allez y faire un tour si vous êtes curieux et je pense que même là-dessus il peut y avoir débat. Si ça vous intéresse aussi, j'essaierai de créer une playlist publique avec toutes les vidéos des matchs que j'évoque dans ce overtime. Allez voir là dans les playlists. Mais bref, il est temps de conclure et comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Comme promis, voici les résultats du concours avec notre partenaire du jour Basket Le Mag qui offrait à nouveau à nos abonnés 2 abonnements découvertes de 3 mois. Et pour avoir une chance d'être tiré au sort, il fallait d'abord répondre correctement à une question. C'était celle-là. Combien y aura-t-il de choix de draft au total cette année, premier et deuxième tour compris? Bon, c'était 60, hein, vous le saviez. J'avoue, c'était très simple et cette fois-ci, j'ai quasiment eu aucune mauvaise réponse. Vous avez été près de 150 à avoir juste, mais ce qui vous intéresse particulièrement, j'imagine, c'est le nom des gagnants. Et les 2 petits chanceux qui sont sortis du chapeau sont LeBron Crawford et D-Book. Bravo à vous, je vous invite à m'écrire au plus vite à l'adresse contact qui se situe dans la description pour que je vous explique la marche à suivre. Les autres, désolé, mais partez pas trop loin. Ouais, parce que je vous propose un autre concours avec un tout nouveau partenaire dès la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, comme le dit Théo Malédon, abonnez-vous à la chaîne 6ème. Et activez la cloche pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver les podcasts de l'Écho des Parquets qui analysent en profondeur les principaux prospects de la prochaine draft. Et honnêtement, comme d'habitude, c'est très lourd et très précis. Je vous invite à checker. Pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, mais qui veulent débattre de cette vidéo ou de toute autre chose avec la communauté, c'est sur Discord que ça se passe. On est de plus en plus nombreux, il y a des fans de quasiment toutes les équipes et les discussions sont très riches. Bien sûr, je mettrai les liens de tout ça dans la description. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez les bails, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous me mettiez un énorme pouce bleu si vous voulez encore plus de sujets historiques. Et puis, ça permettra de remercier les partenaires aussi. À très vite! Bye.